merci d'être aussi nombreux pour cette séance de notre séminaire. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ici deux spécialistes de l'analyse des réseaux d'information, des polémiques, des controverses, de la façon dont le débat public est modifié ou pas par les nouvelles technologies. Vous êtes à des niveaux, pour l'instant, dans votre carrière très, très différents, puisque Benjamin Teinturier est encore doctorant au Media Lab de Sciences Po, mais le Media Lab de Sciences Po, c'est une très belle institution, très innovante, à qui l'on doit beaucoup dans ce domaine. Et puis David Chavalarias, lui, est donc directeur de recherche au CNRS. Et vous êtes passé par le Centre d'analyse des mathématiques sociales, vous êtes directeur d'une unité à l'Institut des sciences du complexe, c'est ça? Et j'avais remarqué, vous êtes signalé à mon attention bien, par des publications qui ont été relayées alors, dans la presse papier, hein, et pas simplement sur les réseaux, qui consistaient à analyser... vous, David, c'était, je ne sais pas, 1800 articles, quelque chose comme ça, qui parlaient d'islamophobie, où il était question notamment d'islamophobie, et vous avez retracé la genèse dans une perspective un peu historique de l'apparition de ce terme, de la façon dont ce terme a changé de sens à mesure qu'il se déployait, de l'importance de certaines personnalités comme relais, comme Elisabeth Badinter, par exemple, pour donner à ce mot une inflexion nouvelle. Enfin, donc, je vous invite à les regarder, à retrouver aisément sur Internet cette étude sur la fortune du mot islamophobie. Mais je ne sais pas si c'est de cela que vous allez encore éventuellement parler un peu. En général, ce sera plus général, parce qu'en général, quand les gens viennent au séminaire du Collège de France, ils essaient de monter en généralité, et de temps en temps, je souhaite qu'ils ne dédaignent pas les exemples concrets, qu'ils s'attardent sur des exemples concrets, sur les méthodes employées, car au fond, c'est ça qui nous intrigue souvent, ce sont les méthodes. Alors, et vous notamment, David, vous avez beaucoup utilisé les retweets, hein, c'est ça? J'en ai fait moi-même l'expérience. Quand un vilain message est diffusé à votre propos, on voit des personnalités qui le retweetent, sans aucune vérification, rien, et ça prend de l'ampleur. Donc, c'est notamment un des indicateurs que vous avez utilisé. Retweeter sans rien changer, c'est en principe être un fidèle, être un adepte du message, et ça produit des effets que vous analysez. Et donc, il y a derrière vos études une grande question qui est de savoir, mais est-ce que derrière ce monde foisonnant des réseaux, ce monde qui a l'air un peu chaotique, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a des hiérarchies? Est-ce qu'il y a une circulation ordonnée? Est-ce que ces hiérarchies recoupent ou pas la façon dont s'établissent finalement les relations de domination ou d'influence dans le monde politique, dans les moyens plus traditionnels du monde politique? Est-ce que ça change la donne? Dans quelle mesure? Voilà un petit peu les questions que nous nous posons. Évidemment, on se la pose surtout à propos de l'immigration, mais là encore, vous êtes tout à fait libre, comme je vous en ai donné l'assurance, de discuter sur des sujets beaucoup plus vastes que simplement l'immigration, même s'il accapare aujourd'hui beaucoup d'attention. Donc, je vais donner d'abord la parole à Benjamin Teinturier, ensuite, donc pour 3/4 d'heure. Ensuite, David Chavalarias va prendre le relais, et puis nous aurons la traditionnelle discussion d'une vingtaine de minutes à la suite. Bonjour à tous. Merci d'abord pour cette invitation, professeur François Héran. Merci à Laura Audasso également pour les mises en relation et tout le travail qu'on ne voit pas ici, mais qui est bien véritable et qui permet à ce séminaire d'avoir lieu. Je vais donc vous parler d'un aspect de ma thèse qui est donc dirigée par Dominique Cardon au sein du Media Lab de Sciences Po et co-dirigée par Caterina Froyo. Et j'ai intitulé cette présentation « Si la bataille culturelle est possible », avec d'emblée, donc, pour vous expliciter ce titre, un mariage entre deux influences, entre deux références. D'une part, Charles Maurras, figure bien connue de la pensée contre-révolutionnaire française à la fin du XIXe siècle,
et dans la première moitié du XXe siècle, et Antonio Gramsci, un intellectuel italien d'inspiration marxiste. Et Charles Maurras est l'auteur d'un petit manifeste qui s'appelle « Si le coup de force est possible » en 1910, et on attribue à Antonio Gramsci des analyses sur la bataille culturelle, ce sur quoi je reviendrai plus tard. Vous comprenez donc que le titre « Si la bataille culturelle est possible » amalgame ces deux références. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que Antonio Gramsci a écrit sur Charles Maurras, dans une référence qui est citée en bas de page, lui reprochant son obsession pour le front politique. Une obsession qui est tout à fait patente dans le titre de cet ouvrage que je cite, ouvrage de 1910, « Si le coup de force est possible », pardon, ici, et développant une pensée bien connue et une tactique de conquête du pouvoir qui proclame la priorité du champ culturel sur le champ politique. Ce qu'on appelle la conquête de l'hégémonie culturelle et qui est longuement détaillé dans les cahiers de prison d'Antonio Gramsci, c'est l'idée que pour arriver au pouvoir, un groupe révolutionnaire doit d'abord conquérir les mentalités, conquérir les esprits, et ensuite viendra la conquête politique, comme un jeu d'enfant. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse aux références, c'est pour ça que je mets des guillemets sur autour de Gramsci, il s'agit d'une référence sur les références de la droite radicale française, et notamment d'une de ses antennes historiques, le Front National, ben Gramsci, alors qu'il est d'obédience marxiste, est beaucoup plus important que Maurras, ou en tout cas, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a représenté une importance bien plus grande que celle de Maurras. J'en donne 3 exemples. D'abord, un colloque du GRES, qui est donc le groupement de réflexion et d'études pour la civilisation européenne, qui est une antenne importante de la nouvelle droite et de la refondation de la droite radicale dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'intitule en 82 « Pour un gramscisme de droite » et qui commence par ces mots « Jacques le Croquant a fait plus pour l'élection de François Mitterrand que Pierre Mauroy ». Cette thématique gramscienne est reprise par Bruno Maigret qui rejoint le Front National au début des années 80, avec la personne que vous voyez tout à droite de ce PowerPoint, Jean-Yves Le Gallou. Et Bruno Maigret va être l'artisan de la bataille des mots. Il organise des colloques. Tous les deux, Bruno Maigret et Jean-Yves Le Gallou, sont responsables de la création, très très tôt dans leur histoire au Front National, de la création d'un conseil scientifique qui va faire des mots et de la bataille pour les mots un levier de conquête de l'hégémonie culturelle, avec une référence absolument explicite à Antonio Gramsci, avec un ensemble de références tout à fait explicites, assumées à la pensée gramscienne. Et Bruno Maigret est vraiment la personnalité qui va proclamer l'importance des mots, d'un corpus d'expression qu'il va s'agir de marteler dans le débat public pour faire passer une idée et pour contaminer le débat public. Je vous donnerai quelques exemples ensuite. Et alors, vous comprenez que pour étudier la façon dont la droite radicale contamine le débat public, si ces figures historiques ont insisté énormément sur les mots, le discours, il faut étudier la façon dont la droite radicale se positionne dans l'espace public. Et notamment, dont Jean-Marie Le Pen, président du Front National à partir de sa création en 1972, se positionne dans l'espace public. Et ce métadiscours gagne à être mis en regard avec une théorie importante, la théorie de la censure de Pierre Bourdieu, et la façon dont Pierre Bourdieu a thématisé la question de la censure et des prises de parole dans l'espace public. C'est un corpus théorique qui recoupe 3 textes. D'abord, l'article classique sur l'ontologie politique de Martin Heidegger, puis le texte de Bourdieu, Ce que parler veut dire, repris en 2001 dans Langage et pouvoir symbolique. Et la théorie bourdieusienne de la censure, elle est évidemment structuraliste, et elle s'appuie sur une définition de ce qu'est un énoncé. Un énoncé, pour Bourdieu, est un compromis entre un intérêt expressif, c'est-à-dire une envie de dire quelque chose, l'intérêt expressif et l'intérêt qu'on y trouve, et d'autre part, la censure constituée par le prix des énoncés. Il y a des énoncés dans l'espace public dont on paye le prix quand on les énonce. Et avec cette phrase très très précise de la définition de la censure
la censure n'est jamais aussi parfaite et aussi invisible que lorsque chaque agent... Je suis désolé, j'ai des problèmes de vue. Donc, que lorsque chaque agent n'a rien à dire que ce qu'il est objectivement autorisé à dire. Vous comprenez donc que la censure, dans la théorie bourdieusienne, est l'état de fonctionnement pacifique du champ, de la discussion publique. C'est-à-dire que le champ, comme expression de logique de pouvoir et de logique de domination, dans ce champ, les logiques de pouvoir et de censure sont tellement intériorisées par les agents que la censure est invisible. Et c'est le moment où elle est parfaite. C'est à la lumière de ça et de cette théorie qu'on peut comprendre la position d'énonciation assumée par Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on lui attribue souvent cette phrase pour qualifier la façon dont il se positionne dans l'espace public. Il est celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est une phrase qu'il prononce aux élections municipales de 83, où Jean-Marie Le Pen remporte un score d'un peu plus de 11% à la mairie du 20e arrondissement. Et si on comprend cette citation, cette position d'énonciation, et qu'on la compare à la théorie bourdieusienne de la censure, on comprend que Jean-Marie Le Pen et la parole de Jean-Marie Le Pen assument une forme de monopole de la parole scandalisante. C'est-à-dire assumer d'être la bête, le paria de l'espace public, par des petites phrases, des sorties. On connaît celle de la fin des années 80 sur les chambres gaz comme point de détail de l'histoire, la blague sur Durafour crématoire, etc. Et jusqu'en 2005, une phrase qu'il prononce dans une interview donnée au journal Rivarol, où il dit que l'occupation n'a pas été si dramatique, n'a pas été si violente en France. Et cette scandalisation, comme position d'énonciation, permet, si vous voulez, de rendre visible la censure. Censure qui apparaissait au départ comme parfaite et silencieuse, d'amener à se dévoiler, à se manifester les entités scandalisées, les journaux, les journalistes, le débat public, les hommes politiques, etc., pour révéler que des logiques de censure sur le champ, qui sont tributaires de logiques de pouvoir, et donc des logiques de pouvoir, sont à l'œuvre sur ce champ. Et cette position d'énonciation, ce monopole de la parole scandalisante, permet en un sens à Jean-Marie Le Pen à se faire la voix d'une lutte contre les pouvoirs en place qui instaurent ou qui manifestent ces mécanismes de censure. Et donc, de fait, de se faire la voix de tous ceux qui ne sont pas les autorités de ces pouvoirs. Les journalistes, qui sont les autorités derrière ces pouvoirs, donc, les hommes politiques, etc. Et donc de se faire la voix de tout le petit peuple, ce que tout le monde pense, petit peuple lésé, qui subit les logiques de pouvoir, et les logiques, ou subirait les logiques de pouvoir et les logiques de censure en vigueur dans le champ du discours. Pour appuyer cet argument et en ajouter et l'approfondir, on peut aussi se référer à la façon dont une entité centrale de la discussion publique, les médias, sont nommés, pointés du doigt par Jean-Marie Le Pen. Voilà comment il les nomme et les éléments de langage que Jean-Marie Le Pen met en place dans un colloque organisé par le Conseil scientifique du Front National en 1997. Il parle de médias crasseux, de médias à la solde, de fortunes vagabondes. Il refuse l'étiquette extrême droite, lui préfère parler de droite sociale, nationale et populiste, et va proclamer la réinformation. Ce terme est associé également à Bruno Maigret, va proclamer la réinformation comme solution à un espace public traversé par des logiques de censure et donc des pouvoirs considérés comme iniques, comme ne représentant pas les intérêts du vrai peuple. Voilà une petite synthèse des différents points et de cette position d'énonciation de la droite radicale et notamment donc du Front National dans l'espace public. D'abord, je vous l'ai dit, la priorité assumée du front culturel sur le front politique et l'affiliation gramscienne. D'autre part, l'idée que la bataille culturelle est une bataille de mots, ce sur quoi on reviendra ensuite, qui est un levier d'action très très important de la façon dont l'extrême droite contamine le débat public. L'immigration et la sécurité en sont des nœuds argumentatifs dans ce récit. Et enfin, ce qui m'amène à ma partie suivante, il y a un enjeu central des techniques de l'information et de la communication pour prendre en charge cette réinformation que le Front National et la droite radicale appellent de ses voeux.
Le deuxième point de cette présentation met en regard, avec cette position d'énonciation, les métamorphoses de l'espace public qu'on connaît ou qui se manifestent dans l'espace public numérique. Et c'est parfois un peu oublié, mais le Front National et la droite radicale, même européenne, a une position extrêmement avant-gardiste sur les nouvelles technologies. Dans ce colloque en 1997, Bruno Gollnisch appelle les militants à investir Internet. Le Front National est le premier parti à créer un site web, à créer une page Facebook, à créer des avatars sur Second Life, suivant ce qu'a pu se faire en Autriche, par exemple, ou aux Pays-Bas, avec la stratégie à la fin des années 90 d'un leader assassiné peu après, Pim Fortuyn. On trouve, c'est un texte auquel je faisais référence dans une slide précédente, exposé par Jean-Yves Le Gallou, le second artisan important de cette stratégie de réinformation. On trouve exposé, dans un texte de 2008, sur le gramscisme technologique, 12 thèses qui précisent pourquoi et en quoi les réseaux sociaux, Internet, il y a même une des thèses dans laquelle il parle de Facebook, possèdent des affinités avec cette situation d'énonciation particulière que j'ai détaillée précédemment. Alors, on voit tout de même que Jean-Yves Le Gallou, ici, il sacrifie à toutes les utopies qui ont pu être écrites, pensées, imaginées sur le cyberespace. Internet va libérer la parole, Internet va permettre à tout le monde de s'exprimer, va supprimer ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui gardent la porte du débat public, les journalistes, les hommes politiques, les responsables syndicaux, etc. Mais surtout, Internet va permettre à des nouveaux publics d'émerger, à ce fameux petit peuple de, pour une fois, occuper l'espace public et prendre la parole. Alors, avant de voir quelques exemples, quelques caractéristiques de ce nouvel espace public numérique, tel qu'il apparaît, disons, en tout cas tel qu'il est vraiment en vigueur dans les années 2010. Il apparaît bien plus tôt, mais tel qu'il est vraiment en vigueur dans les années 2010. Sur cet espace public numérique se manifestent des logiques, comme je l'ai dit, de disparition des gatekeepers, ces fameuses personnes qui avaient la responsabilité, avant l'apparition du web, de l'entrée dans l'espace public. Les journalistes, les hommes politiques, le personnel politique général, les militants, etc. etc. Il y a également, sur ces réseaux, une multiplication des producteurs de désinformation, les fameuses fake news, dont on parle autant. Il y a également des logiques de circulation virale, qui font qu'à certains moments, qui sont assez difficiles à prévoir, même si on peut comprendre certains de leurs nœuds, mais des logiques de circulation virale, qui font qu'à certains moments, certains contenus se diffusent énormément dans des espaces très très divers et très lointains, entre guillemets, les uns des autres. Et puis, il y a une forme de modèle qu'on qualifie de la pente glissante, qui veut que la mauvaise information chasse la bonne. Pour une raison simple, c'est qu'il est très facile de produire de la mauvaise information, de raconter n'importe quoi, soit sur l'histoire, sans aller lire des historiens et se confronter aux archives, soit sur des faits divers dont on oublie les contextes. Deux façons de procéder abondamment employées par la droite radicale. Et enfin, ça c'est un graphique qui a été produit par nos soins au Media Lab, c'est une comparaison entre deux indicateurs sur des tweets. Les fameux tweets qui sont, vous savez, des unités de langage sur le réseau social Twitter, d'à peu près 280 caractères. Et selon les personnes qui tweetent, selon les locuteurs, selon leur réputation, les tweets ont une audience plus ou moins large. Au Media Lab, on a des méthodes, si ça vous intéresse, vous avez on reprend des méthodes de sociologie computationnelle, si ça vous intéresse, vous avez la référence en bas de la slide, pour pouvoir à peu près approximer l'étiquette politique de personnalités qui tweetent, en fonction de leur comportement sur les réseaux sociaux. Si vous êtes simplement amis, ou si vous vous intéressez au contenu de pages liées à la CGT, liées à Nathalie Arthaud, liées à Force Ouvrière, on comprend à peu près comment vous vous positionnez sur le champ politique tel qu'il apparaît sur Twitter. Et donc on peut donner des étiquettes qui vont ici de -4 à +4
à nos différents locuteurs, nos différents usagers de Twitter. Et on peut comparer le nombre de tweets qu'ils écrivent, qu'ils diffusent, et l'audience de ces tweets. Il apparaît une relation totalement inverse entre ces deux grandeurs. C'est-à-dire que ce sont les personnalités classées les plus à l'extrême du champ politique, droite radicale, gauche radicale, qui tweetent le plus, ce sont la couleur bleue, et inversement, l'audience de ces tweets est relativement moindre comparée aux personnalités plutôt au centre de l'espace politique. Ça signifie que les logiques que j'ai précédemment évoquées, les logiques virales, les logiques de pente glissante, la disparition des gatekeepers, etc., elles ont notamment pour résultat, ce sont des données infrastructurelles de la plateforme Twitter, de ce sur quoi on écrit, ce grâce à quoi on écrit, elles ont pour conséquence de créer cette polarisation agonistique, avec si vous voulez, deux camps qui se tapent dessus, mais dont l'audience est relativement confidentielle par rapport à une parole plus modérée dans l'espace public, qui occupe une position plus modérée dans l'espace public. Ce que je voudrais montrer, et la comparaison de cette position d'énonciation et des caractéristiques du web, le récit que je voudrais tisser consiste à montrer que, évidemment, ce n'est pas un récit qui s'est écrit de cette façon, ce n'est pas un récit téléologique, mais vous voyez que, d'une part, avec la position particulière assumée par le président du Front National, et de manière générale, la droite radicale, qu'une position d'énonciation qui valorise la scandalisation, les contenus forts, les contenus violents, cette posture énonciative va trouver des affinités avec des caractéristiques structurelles du champ d'expression que sont les réseaux sociaux tels que Twitter. Évidemment, dans cette histoire, il faut faire la part entre ce qui relève de l'intention. On a vu qu'elle était très forte chez certains leaders de la droite radicale, Bruno Maigret et la bataille des mots, Jean-Yves Le Gallou et le gramscisme technologique. Et aussi, elle laisse place à des événements plus conjoncturels. Et je vais prendre donc l'étude de cas de cette fameuse bataille des mots. Tous ces mots, vous les associez aujourd'hui à la droite radicale. En particulier, il y a un de ces mots, ces expressions qui a une actualité forte, parce que le grand remplacement a été prononcé hier par Valérie Pécresse dans son discours, dans un de ses discours. Tous ces mots ont chacun leur propre trajectoire dans l'espace public. Et on peut faire des analyses balistiques pour essayer de comprendre d'où viennent ces mots, par qui ils ont été repris, et quelles sont les logiques qui ont fait qu'ils ont explosé dans l'espace public. Politiquement correct apparaît en France dans les années 90, via l'importation d'un débat sur la political correctness qui a lieu aux États-Unis. Racisme anti-blanc est associé à un ouvrage de Jean-François Copé. Pensée unique, lui, vient d'Alain de Benoît, un des leaders de la Nouvelle Droite, un des penseurs de la Nouvelle Droite, et il est réapproprié par Nicolas Sarkozy au moment de la contestation de l'héritage de mai 68. Wokisme a une actualité tout à fait, est une espèce de chimère, une création actuelle du débat contemporain, et grand remplacement a été inventé, thématisé, j'ose pas dire théorisé, mais en tout cas écrit par l'intellectuel Renaud Camus et connaît aujourd'hui une vraie fortune dans l'espace public. Et donc je voudrais m'intéresser à l'un de ces mots, islamo-gauchisme, voilà un exemple, qui a agité le débat public il y a maintenant quelques années. Ce qu'on voit, c'est que les occurrences de ce mot dans les médias, ça, ce sont des médias, vous avez des bases de données, Factiva, Europresse, qui recensent tous les articles qui ont été écrits sur un large corpus de médias. Donc, vous pouvez faire des requêtes thématiques pour comprendre et voir quels sont les médias qui ont utilisé ces mots-là. Voilà islamo-gauchisme et tous ses apparentés. Islamo-gauchiste, avec le tiret, le trait d'union, sans le trait d'union, etc. Et on voit que c'est un mot qui est présent depuis de longue date dans le débat public, mais qu'il apparaît, il réapparaît par séquence d'actualité, par événement. Et en effet, dans la façon, cette stratégie et ce processus de contamination du débat public
par la droite radicale, les événements sont importants. Le premier, c'est Elisabeth Badinter qui lance un débat sur la mode islamique. Puis vous allez avoir l'agression d'Alain Finkielkraut par des Gilets jaunes. Et enfin, le moment où un véritable espace discursif s'est créé autour de ce mot, l'agression, le meurtre de Samuel Paty. Cette importance des événements et des contextes, ces moments où l'actualité est très chaude et où l'audience est tendue, c'est quelque chose qui est assez bien connu dans les études culturelles et la sociologie de l'espace public. La façon dont des événements ouvrent l'espace du disciple. Pour revenir à des termes plus bourdieusiens, ils permettent de relâcher les logiques de pouvoir en vigueur dans le champ qui font qu'on peut dire certaines choses et ne pas dire d'autres choses. Quelque chose qui a été bien étudié notamment par un sociologue américain qui s'appelle Chris Bale, qui a écrit en 2016 un livre baptisé qui s'appelle Terrified, qui travaille sur la façon dont un discours islamophobe a contaminé le débat public américain juste après le 11 septembre. Il a fallu plusieurs années, mais le 11 septembre a permis cette ouverture du disciple, cette apparition de nouvelles entités, de nouveaux mots, de nouvelles expressions dans l'espace public. Il en donne 3 raisons, qui sont des raisons génériques qu'on peut reprendre à notre compte pour comprendre aussi pourquoi et comment ces événements importants ont ouvert et rendu admissibles certains termes. Il donne 3 arguments. Le premier, c'est un argument de psychologie sociale, qui consiste à dire que dans les moments de crise, il y a une appétence particulière du lectorat, de l'audience, de l'espace public, pour les contenus violents, pour les contenus agressifs et les contenus extrêmes. Son deuxième argument, c'est de dire que les journalistes qui produisent ces informations en tant qu'êtres humains comme les autres sont eux-mêmes sujets à cette appétence pour les contenus violents. Et enfin, le troisième argument, qui est un argument de sociologie des médias davantage, consiste à dire que dans les périodes de crise, il y a une inflation informationnelle. On a besoin d'informations, et donc il y a une demande très forte en intelligence, en intelligibilité de l'événement en question. Et donc, cette demande supérieure d'information, cette demande informationnelle très forte en contexte de crise, eh bien, elle trouve une offre informationnelle plus importante. Et donc, elle fait apparaître des contenus qui, jusqu'alors, étaient pas censurés en tant que tels, mais inopérants dans l'espace public ou absents dans l'espace public. Et voilà ce qui s'est passé avec le terme d'islamo-gauchisme. Et vous allez comprendre, derrière ces mots que j'ai mentionnés précédemment, une des stratégies, cette fameuse bataille des mots. Le résultat, après 20 années dans l'espace public, de percée du terme islamo-gauchisme et islamo-gauchiste, c'est qu'en vérité, c'est un terme absolument vide de sens. C'est un terme qui est utilisé dans des contextes très très divers. Terme générique qui permet de simplement marteler une idée dans l'espace public, et évidemment une idée au service d'idées radicales. Voilà le détail. Ça, c'est une opération même quantitative. Le détail de tous les mots qui encadrent islamo-gauchisme dans des articles de presse selon 3 séquences. Vous avez une première séquence avant avril 2016, ici, dans laquelle islamo-gauchiste est associé à sioniste, antisionisme, juif, etc. Dans tous les articles de presse dans lesquels le mot est utilisé. Parce qu'en vérité, la première utilisation normalisée, disons, de ce terme remonte à l'historien Pierre-André Taguieff, qui, au tournant des années 2000, nomme islamo-gauchisme une collusion qui juge dangereuse entre la gauche radicale d'inspiration altermondialiste et l'islam radical. L'islamo-gauchisme, ça qualifie cette collusion tactique entre 2 entités radicales. Et c'est de cette façon qu'il est employé. Pourquoi ? Parce que la gauche radicale et le fondamentalisme islamique partageraient un même ennemi, l'axe américano-israélien. Et donc c'est pour ça que vous voyez ces mots apparaître. Ce qu'on voit quand on étudie les contextes dans lesquels l'islamo-gauchisme apparaît
sur une autre période, après tout le débat sur la mode, la fameuse, le burkini, etc., mentionné plus tôt. Donc, d'avril 2016 à septembre 2017, pardon, donc ici, les mots qui environnent islamo-gauchisme, ce sont féministe, nationalité française, voile, république. Comprenez qu'il y a un glissement sémantique qui s'opère entre ici et ici. Là, islamo-gauchisme manifeste un constat ou une théorie sur la politique étrangère, sur le monde. Là, vous avez le mot utilisé dans un contexte national, dans un contexte lié, qui questionne la façon dont le culte musulman est soluble ou pas dans l'universalisme républicain. Si on continue cette revue de presse, disons, d'islamo-gauchisme, de septembre 2017 à février 2019, là, cette fois-ci, le mot est utilisé dans les contextes suivants. Publication, accusé, dénoncé, politique, gouvernement. C'est un moment où le mot est énormément employé à l'Assemblée nationale, dans des débats tout à fait chauds, où il a cette fois-ci une valeur de stigmate. Vous voyez donc trois utilisations complètement différentes d'un même mot, trois glissements sémantiques s'opérer. Et si vous réfléchissez, la façon dont il a été réintroduit dans l'espace public par le ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et par le ministre de l'Éducation nationale, c'est pour qualifier l'inspiration sur l'université française de choses qui se passent dans les universités américaines, de débats qui ont lieu dans les universités américaines sur les minorités et les droits des minorités. Donc, quelque part, un quatrième sens et un troisième glissement sémantique en l'espace de 20 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mots-là, tous ces mots mentionnés précédemment, ils jouent le rôle de termes génériques, de concepts flexibles, à l'extension flexible, et auxquels on peut faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Et ils permettent de labelliser des discours radicaux dans l'espace public, notamment lors des périodes de crise. Je voudrais m'intéresser, dans cette dernière partie, à un autre ensemble de mots. Parce que aujourd'hui, vous savez, l'héritage gramscien et les mots qu'on attribue à cette stratégie gramscienne, en vérité, les expressions varient. Conquête pour l'hégémonie culturelle, bataille des idées, bataille culturelle. Et aujourd'hui, une des façons dont la droite radicale, vraiment actuellement, contamine le débat public, c'est davantage par la bataille culturelle. Et je vais vous montrer les différences entre bataille des idées, l'utilisation de ces mots, un peu de ces concepts génériques, et la bataille culturelle. Voilà un ensemble de mots: tradition, passé, peuple, sacré, terre, honneur, race, origine, patrimoine. Donc vous comprenez qu'ils encapsulent tous un sens gigantesque. Ils ont une épaisseur historique très très importante. Pourtant, on peut les mettre ensemble dans une phrase, on peut faire des phrases avec ces mots-là, une phrase qui va apparemment avoir du sens. Et ça, cet argumentaire, c'est ce qu'un livre qui a été traduit il n'y a pas très longtemps, en 2020, je crois, en France, un livre des années 70 d'un intellectuel italien, d'un archéologue italien très brillant, Furio Gessi, explique la culture de droite. L'idée de Furio Gessi, c'est pas du tout d'établir que le peuple, l'électorat de droite ne jure que par tradition, passé, peuple, etc. Mais plutôt de dire que dans le discours public, qu'on soit de gauche ou de droite, il y a des résidus fossilisés, c'est le mot qu'il emploie, de termes extrêmement amples, qui sont presque maintenant plus que des signifiants, qui ont perdu leur valeur de signifier, tellement ils ont une valeur historique importante. C'est ce que Furio Gessi appelle des idées sans mots. En vérité, c'est bien des mots, mais des mots réduits au statut de signifiant, de suite de lettres qui disent quelque chose. Mais ils ne permettent que de voir des idées, et pas un sens précis, qui permet d'établir une conversation, et d'établir une vraie proposition politique. C'est ce que Furio Gessi donc appelle la culture de droite. La majeure partie du patrimoine culturel serait issue de la culture de droite, et il parle de cette machine linguistique faite de lieux communs, de stéréotypes, de phrases toutes faites, qui semblent claires,
mais qui n'exigent en vérité pas d'être comprises, qui sont simplement des références et un ajout de références dans un discours. Et c'est quelque chose qui était notamment tout à fait patent dans la séquence vidéo qui a énormément fait réfléchir. Beaucoup d'intellectuels, de journalistes qui sont allés de leur propre exégèse dans la déclaration de campagne à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour, où ces mots étaient tissés les uns les autres. Aujourd'hui, la façon dont la droite radicale intervient dans le débat public, et une droite dure, comme vous allez voir pour terminer, et contamine le débat public, ressemble davantage à une bataille culturelle. Vous voyez, c'est des contenus culturels qui renvoient à l'histoire de France, qui renvoient à une tradition, qui renvoient à une certaine vision de la France, plutôt que des contenus sémantiques creux, comme je l'ai montré avant. Une façon de le montrer sur un territoire, cette fois-ci un petit peu différent, et je vais terminer là-dessus dans la dizaine de minutes qui me reste. Et c'est l'occasion aussi de vous présenter une deuxième infographie qu'on a produite au Media Lab. Donc je m'excuse pour la petitesse des titres, mais je vais vous la décrypter. On change de terrain. On est sur YouTube, lieu de bataille culturelle. YouTube, c'est une plateforme sur laquelle on partage des contenus, des vidéos. Et des vidéos qui peuvent parler soit d'analyse politique, soit qui sont des vidéos d'humoristes, soit des vidéos de couture, des vidéos de cuisine, etc., etc. Et vous comprenez que dans cette stratégie de bataille culturelle, plus que de bataille des idées, de bataille des mots, etc., YouTube va représenter un réservoir d'audience très important. Et la stratégie que la droite radicale va mettre en place sur YouTube, ça va être de complètement matiner son discours de ses références prises dans des contenus culturels, des contenus de loisirs, pour pouvoir conquérir l'opinion. Voilà, avant que je vous donne des exemples, cette fameuse cartographie YouTube. Vous savez, sur YouTube, on a deux types de personnes. On a des producteurs de contenu qui font des vidéos, publient des vidéos, et on a des auditeurs, personnes qui regardent ces vidéos. Les producteurs de contenu ont des chaînes YouTube, qui sont le nom de leur identité sur la chaîne, la façon dont ils agrègent leur contenu. Donc je peux avoir une chaîne, moi, où je vais publier des vidéos sur le discours de Valérie Pécresse, une autre sur le discours de Mélenchon, une autre sur le discours d'Éric Zemmour, etc. Ce sera une chaîne de décryptage de l'actualité. Et on peut classer ces chaînes les unes par rapport aux autres, non pas en fonction des contenus dont elles parlent, mais de leur audience, de qui regarde ces chaînes et de qui commente ces chaînes. Parce que vous pouvez mettre des commentaires en bas des chaînes, commentaires associés aux différentes vidéos. Et donc, cette carte vous présente une représentation graphique des différentes chaînes en fonction de leur partage de commentateurs. Ça permet une chose intéressante qu'on aime bien en sciences sociales, qui est de faire émerger une classification de l'espace, de faire émerger une carte sans projeter, sans que le chercheur ne projette sur les vidéos une évaluation. Ça, c'est une vidéo d'humour, on la classe humour. Ça, c'est une vidéo de droite, on la classe chaîne de droite. Ça, c'est un grand média, on classe grand média. Non, là, on regarde simplement ce qui se fait sur cette plateforme et on regarde de façon émergentiste comment émerge une partition de l'espace des chaînes. Donc, chaque rond représente une chaîne. Vous avez ici, en gris, et après, on regarde quelles sont ces chaînes. Et on les évalue a posteriori pour donner du sens à notre cartographie. Vous avez ici en gris des chaînes rattachées à une partie de la droite radicale, en bleu à une autre partie de la droite radicale. Ici, la gauche radicale. Là, vous avez des chaînes assez à forte audience. Vous avez la chaîne de l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Vous avez des médias bien intégrés dans le champ des médias. Et puis, vous avez ici quelques chaînes d'humour. Vous avez aussi, là-haut, ce qui nous intéressait, cette carte a été produite pendant au début de la pandémie.
Vous avez des chaînes qui proposent des contenus de réinformation liés à la santé, liés aux pratiques de médecine alternative, aux pratiques de médecine douce. Et certaines vont jusqu'à parler d'ufologie et développent des théories conspirationnistes. Ce qui nous intéresse, et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui et ici, et ce pourquoi ces chaînes sont proches, je vous rappelle, c'est parce qu'elles sont visitées par les mêmes personnes. Ces ronds-là, ces points, sont visités par les mêmes personnes sur YouTube. Elles intéressent le même public. Et donc, vous comprenez que les chaînes d'humour, par exemple, sont très très peu regardées par le public de la réinformation et de la médecine alternative et de la santé alternative. Ce qui nous intéresse, c'est où se positionne la droite radicale et comment aujourd'hui elle mène une bataille culturelle, je vous ai dit. Elle partage un auditoire important avec la réinformation et les pratiques de santé alternative. Ça peut être des vidéos d'arts martiaux, des vidéos de yoga, des vidéos qui vont faire l'apologie du crudivorisme, etc., etc. Et donc, elle partage une audience avec ces vidéos-là. Je termine sur cette dernière slide qui conclut sur ce que c'est que la bataille culturelle sur YouTube. Voilà aujourd'hui les contenus les plus vus et les plus éminents, entre guillemets, produits par des militants de droite radicale sur YouTube. Vous avez donc ici la chaîne de Valeurs Actuelles, qui a recruté de jeunes journalistes il y a quelques années, en faire un combat de boxe contre le Major Gérald, figure de YouTube et instructeur de la Légion étrangère. Vous avez ici une vidéo où on parle à nouveau de boxe, avec un youtubeur, un Toulousain, Papacito, très connu, qui a défrayé la chronique l'été dernier en publiant une vidéo où il martyrisait un mannequin qui représentait un électeur de Jean-Luc Mélenchon, en conversation avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles, qui a une chaîne de boxe, qui parle de sport de combat, qui parle de sport. Vous avez Baptiste Marchais, qu'on revoit ici, là. Ces deux vidéos proviennent de la même chaîne. Baptiste Marchais, lui, qui est un ancien de groupes radicaux violents de la culture estudiantine, en conversation avec Jean Lassalle, où il est question de gastronomie et de dégustation d'un steak à cheval. Et vous avez enfin une vidéo très très récente de Baptiste Marchais qui interviewe un vigneron pour comprendre ce que c'est qu'aujourd'hui le terroir, la vinification, etc., etc., etc. Ce sont des contenus qui sont politiquement neutres. Le sport, la gastronomie, le vin, qui attrait au plaisir, à une position non politique dans l'espace public, mais qui sont aujourd'hui absolument préemptés sur YouTube, notamment par la droite radicale. Il y a un livre très récent qui est apparu il y a quelques mois, qui s'appelle Quartier Rouge, qui est un livre de Michael Fessel, qui est professeur de philosophie à l'École Polytechnique, qui retrace la façon dont la gauche a perdu la bataille du plaisir et l'enjeu que le plaisir représentait historiquement pour la gauche. Pour conclure, on a donc vu qu'il y avait une importance dans la façon dont la droite radicale contamine le débat public, une importance de concepts génériques, une bataille des mots, qui est centrale dans l'argumentaire, dans les leviers d'action. On a également vu que cette position d'énonciation assumée, construite progressivement par Jean-Marie Le Pen et le Front National dans l'espace public, possédait certaines affinités avec les normes discursives qui sont en vigueur sur les espaces numériques. On a également vu que la stratégie de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, s'est complètement dépersonnalisée. Peut-être on pourra revenir là-dessus dans les questions. Et on a également parlé du marquage d'un certain vocabulaire par la culture de droite, qui permet de comprendre le passage de la bataille des idées à la bataille culturelle. Je vous remercie.